Salut les petits potes. Tchuss. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne petite semaine. On se retrouve comme d'habitude, le dimanche à 11h. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà, partage cette vidéo au maximum autour de toi. Si jamais elle t'a plu, voilà, ça m'aide bien sûr pour le référencement. Une fois ceci dit, nous allons faire une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque il n'y a pas un thème particulier central, comme je le fais d'habitude, voilà, qui va prendre tout le temps de la vidéo. Non, il y a plusieurs petits sujets que je voulais aborder, parce que comme d'habitude, je lis toujours les news. Et là, j'ai vu 2-3 trucs assez sympathiques et je me suis dit, je pourrais faire une vidéo sur chacun d'entre eux, mais ça serait peut-être pas suffisant. Donc, on va les regrouper pour tout remettre au sein d'une seule et même vidéo. Voilà, accrochez vos ceintures. Bienvenue sur la Carcasse TV. Jingle. Et nous commençons donc cette première news par un sujet extrêmement brûlant. Ça pique chez Netflix, ça va piquer chez Netflix. Et oui, parce que bon, vous l'avez sans doute entendu, Netflix compte arrêter la fin du partage de comptes sur Netflix. Voilà, bon, ils essaient de trouver un système, ou en tout cas, ils sont sur le point, ça va être appliqué en France, mais ça a déjà commencé dans certains pays, mais ils veulent arrêter le partage de comptes parce qu'il leur manque de l'argent. Forcément, quand on annule 17 séries en un an, je vous invite d'ailleurs à regarder l'une de mes anciennes vidéos à ce sujet. Oui, ça fait de l'argent un petit peu jeté par les fenêtres. Donc oui, il faut remplacer ces séries annulées avec de l'argent neuf, voilà, donné par les abonnés, pour pouvoir faire de nouvelles séries. Et donc là, sur le site hightech.fr, d'après l'article de Robin Stalin, posté le 16 février 2023, du coup, le journaliste se pose la question si l'interdiction du partage de compte pourrait signer la fin de Netflix ou pas. Voilà, donc je voulais qu'on voit ça un petit peu ensemble parce que c'est quand même un très très gros truc. Netflix, c'est un mastodonte. C'est grâce à Netflix qu'il y a eu Disney+, Apple TV+, je sais pas, Paramount+, maintenant, HBO maintenant sur Prime aussi, Prime Video, voilà. Enfin bref, sans Netflix, il n'y aurait rien eu. Voilà, ils ont un petit peu tout révolutionné. Mais, justement, à force d'être un peu trop célèbres, ils ont fait de l'œil un petit peu à d'autres éditeurs, de films qui ont voulu faire comme eux. Et donc, c'est la bataille du streaming. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Donc, là, on apprend justement que, voilà, le partage de compte pourrait bien devenir impossible dans les prochains mois pour les abonnés Netflix. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer en introduction. Et que le système est déjà à l'essai dans plusieurs pays. Parce que Netflix, ils sont pas bêtes, ils vont pas faire les choses comme ça. Ils vont pas se dire, c'est quoi notre plus gros marché? Les États-Unis? L'Europe? Ok, en Europe, allez, on arrête le partage. Non, ils sont pas bêtes. Et ils ont déjà fait quand même petit à petit quelques tests. Ils ont testé quelques solutions, si on peut appeler ça solution. Mais ils ont fait quelques tests dans des petits marchés, sur des petits marchés, à des endroits où ils savent que si jamais les solutions ne marchent pas, ça va pas non plus leur coûter trop cher. Déjà qu'ils ont besoin d'argent, alors si en plus, ils utilisent les gros marchés, quand je dis gros marchés, c'est les pays qui rapportent le plus, les marchés bien sûr, voilà. S'ils commencent à faire leurs petites opérations, à faire des tests sur des très gros marchés qui leur rapportent beaucoup, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Donc ils l'ont fait quand même dans certains pays, notamment par exemple au Canada. Voilà, l'article nous apprend qu'au Canada ils ont arrêté le partage de compte au Canada, qui est quand même un pays assez costaud. Peut-être pas l'équivalent des États-Unis, mais c'est quand même assez massif. En tout cas géographiquement parlant, on voit la taille, on comprend tout de suite. Et évidemment, et génère de vives critiques depuis son annonce. Bah oui, c'est normal parce que alors il y a les familles qui entre elles se partagent le compte, qui partagent un compte Netflix, les parents qui partagent le compte avec les enfants, je sais pas, voilà. Après il y a ceux qui partagent à l'intérieur d'une même famille, mais à partir de plusieurs domiciles différents. Je sais pas, je dis une bêtise, la grand-mère qui se dit je vais prendre Netflix pour mes petits-enfants, et puis les petits-enfants, quand ils sont chez eux, ils peuvent regarder Netflix parce que c'est mamie et papy qui payent. Voilà, il y a plein de trucs, ou alors ça peut être entre amis, je sais pas, des amis, il y en a qui prennent Netflix d'un côté, puis il y en a d'autres qui prennent Disney Plus de l'autre, et puis en se partageant, tiens, moi je paye Netflix, toi tu payes Disney Plus, puis au final, chacun se retrouve à pouvoir profiter de Netflix et de Disney Plus. C'est un exemple,
Mais du coup, à la fin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs et il y a plein de manières de partager en fait un contenu. Et donc effectivement, si Netflix axe tout ça, bah c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a des gens qui quand même regardent des séries en cours. De tête comme ça, vous prenez une série comme Orange is the New Black où il y a je sais pas 6 ou 7 saisons, quelque chose comme ça, ou peut-être plus, j'en sais rien. Enfin bref, je sais pas. Vous venez de commencer, vous en êtes à la 2e saison, vous dites chouette, il me reste encore 5 saisons, ça va, j'ai encore des trucs à regarder sur Netflix. Puis demain, Netflix vous dit bah c'est bon, le partage de compte c'est fini quoi. Donc déjà bah, vous pouvez pas voir la fin de votre série, c'est embêtant. Vous arrangiez avec votre tata ou votre mamie pour pouvoir regarder Netflix, c'est embêtant parce que bah, elle peut rien faire de son côté non plus. Donc du coup bah là qu'est-ce que fait Netflix? Bah du coup c'est vrai que si par exemple votre papy, votre mamie vous dit ah bah moi j'ai pris Netflix que pour mes petits enfants, ça veut dire que bah si les grands-parents ne peuvent pas partager Netflix avec leurs petits enfants parce qu'ils ont pris Netflix juste pour les petits enfants, bah du coup à quoi ça sert de regarder Netflix en fait? Parce que les grands-parents ils vont pas regarder Squid Game ou je sais pas, une autre série You par exemple, ou Sex Education quoi. Enfin les grands-parents voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut bien entendu. Non voilà, c'est des exemples un petit peu pour vous expliquer la problématique, parce qu'il y a une vraie problématique. Et bien évidemment, quand on résilie un abonnement, c'est alors quand on partage son compte, c'est 17 grand maximum, 17,99€ de perdu pour Netflix par foyer. Bon, moi je dis que ça représente plus ou moins un foyer. En général, il n'y a pas plus de 2 comptes Netflix par foyer. En moyenne, après voilà, bon, si chacun veut prendre des comptes à 17,99€, faites-vous plaisir. Mais dites-vous que par exemple, bah, quand il y a des personnes qui se désabonnent de Netflix, qui ont partagé leur compte, c'est 17,99€ grand maximum en moins pour Netflix. Donc après vous multipliez ça, là ça monte extrêmement rapidement. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc il y a un mec, donc l'article nous expliquait qu'il y a un mec, Ken Birch, directeur de l'Institute for Technology and Society de l'Université de New York au Canada. Donc en plus un Canadien, c'est bien, c'est là où s'est passé les expérimentations, c'est là où se passent actuellement les expérimentations de Netflix. Il s'est penché justement sur ce cas-là. Et apparemment, il a détecté que le modèle économique serait plus fragile qu'il n'y paraît. Bah oui, forcément. Là, qui est en position de force? Où est le rapport de force? Est-ce que c'est Netflix ou est-ce que c'est les abonnés? Eh oui, c'est ça le truc, Moi, personnellement, je pense que ce sont les abonnés qui sont en rapport de force. Parce que s'il n'y a plus d'abonnés, il n'y a plus de Netflix en fait. Bah, après, si, il y aura un petit Netflix, mais bon, ça sera un Netflix low cost. Ça sera le Salto, ça sera un Netflix Salto, quoi. C'est un truc low cost avec du replay de CBS, de CNN et compagnie, quoi. Il n'y aura rien d'intéressant là-dedans, quoi. Ce sera fini les Squid Game, les trucs comme ça. Bah non, il n'y a plus de thune, donc oui, forcément. Donc voilà. Sachant qu'en plus que Netflix est une entreprise qui est cotée en bourse, donc il y a des investisseurs qui viennent mettre de l'argent. Et quand je dis investisseurs, c'est pas les petits investisseurs. Là, on parle quand même d'une très grosse boîte qui est cotée en bourse, qui a produit des films à des budgets faramineux, qui ont des films, des séries, bien évidemment, des documentaires, etc. Mais qui a produit pas mal de choses, et un investisseur en général quand il débarque, lui débarque pas en se disant je vais mettre 50€, on va voir si je peux gagner 60 ou 70. Non, le mec il débarque, il y a 100 000, 200 000, mais parce que derrière il se dit je vais peut-être me faire 70 000 cette année quoi. Enfin voilà, c'est un petit ordre d'idée, enfin bref. Donc du coup, c'est vrai que là c'est un peu compliqué quoi, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, donc s'il n'y a pas d'investisseurs, s'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a plus de Netflix quoi, ça y est, Netflix c'est fini. Donc là déjà il y a eu quelques alarmes déjà qui sont déclenchées il n'y a pas longtemps, parce que Netflix avait perdu pas mal d'abonnés, ils avaient l'air d'en avoir regagné, mais bon là ça y est, là si les abonnés quittent, après peu importe la solution, mais si les abonnés quittent, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de Netflix, quoi. Adios Netflix, quoi. C'est fini. Et bien évidemment, tout va très vite. Dans cet article aussi, on nous explique, enfin là, quand vous lisez un petit peu le paragraphe, vous apercevez qu'en fait, tout va très vite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les droits peuvent changer de main. C'est-à-dire que, je sais pas, aujourd'hui, ce qui est sur Netflix, demain peut être sur Prime Video ou Disney+, j'en sais rien. Après, c'est toujours pareil, c'est le plus offrant. C'est là où il y a le plus d'argent, en fait. Donc la plateforme qui aura le plus d'argent pourra acquérir des droits, et ces droits ramèneront plus ou moins de monde. Donc après, c'est un peu compliqué cette histoire. Voilà, donc du coup, est-ce que Netflix va chuter? Est-ce que Netflix va disparaître? On n'en sait rien. Franchement, voilà. Est-ce que ça va peut-être pas être le temps de racheter de bons vieux DVD, de bons vieux Blu-ray, à l'image par exemple de ce super Blu-ray des Animaux Fantastiques, voilà. Vous voyez, en plus il y a des super offres, 3 Blu-ray pour 30€. Ça vaut le coup.
les secrets de Dumbledore quand même. Les secrets de Dumbledore. Enfin bref, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se désabonner de Netflix bon, pour l'instant, faut attendre de voir ce que ça va donner. Il y a plein de facteurs qui font que peut-être que ça se trouve Netflix est en train de se tirer une balle dans le pied. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. L'avenir nous le dira. Moi je suis pas devin, j'ai pas vu dans ma boule de cristal, donc bon. Voilà. Allez. Sujet suivant. Alors le deuxième sujet intéressant, j'espère ne pas être aussi long que le précédent, c'est tout simplement changement de direction chez YouTube. Bon, c'est quand même important parce que quand une personne est en place chez YouTube, elle a une vision, une certaine direction et elle guide des équipes pour aller dans cette direction donnée, précise. Donc YouTube tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, vient principalement, bien sûr, mais bon, il y a des équipes, il y a des gens qui sont en place, de Suzanne Wojcicki. Voilà, Wojcicki. Désolé si j'arrive pas à le prononcer correctement. Et donc nous apprenons que cette Suzanne, voilà, Tata Suzanne, en plus vous êtes chez elle, hein, là, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous êtes chez Tata Suzanne, donc patronne de YouTube, elle annonce sa démission. Donc c'est quand même assez, ça fait quand même bizarre. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Elle est la patronne de YouTube depuis 2014. Vous vous rendez compte, on est en 2023. Depuis 2014, elle est la patronne de chez YouTube. Donc c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur YouTube depuis 2014, c'est plus ou moins sous sa direction, sous son patronat, on va dire. Puisqu'elle a patronné. elle a patronné ses équipes. Et elle sera remplacée par Neil Mohan, l'actuel chef de produit du service de vidéo. Donc oui, bien évidemment, elle s'en va, c'est parce qu'il y a quand même un remplaçant derrière qui va prendre le flambeau. Elle ne se barre pas comme ça en disant c'est bon, je laisse ma chaise vide et puis démerdez-vous derrière. Non, ça marche pas comme ça. Non, là vraiment, elle part et elle trouve quelqu'un. C'était quand même pas n'importe qui, quoi. Donc ça, c'est une news qui est importante à noter parce que ça veut dire que YouTube va changer de visage. Il va se passer des choses chez YouTube. Nous, on va peut-être pas le voir, ou si on va le voir, ça va quand même être très subtil, il va peut-être y avoir des nouvelles choses, je sais pas. Moi franchement je sais pas. Mais quand en général un patron d'une entreprise très connue, YouTube, Alphabet, tout ça, s'en va pour laisser la place à quelqu'un d'autre, ça veut dire que ce quelqu'un d'autre qui arrive derrière, c'est pas la même personne, il va avoir une autre vision, et donc cette autre vision va faire que il va y avoir un petit peu de changement, que ce soit dans les équipes. Alors ça va se faire bien évidemment en interne, mais ça va se faire aussi en externe. Vous, en tant que simple spectateur, vous allez peut-être sûrement avoir des nouveautés par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va être par exemple des nouveautés par rapport à YouTube Premium ? Est-ce que ça va être des nouveautés par rapport à des nouvelles fonctionnalités gratuites, bien évidemment, qui vont être implémentées sur YouTube ? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, une amélioration de votre compte personnel ? Si vous êtes connecté à YouTube avec votre compte Gmail, est-ce qu'il va y avoir des améliorations en ce sens-là ? Pourquoi pas ? Enfin bref, il va se passer des choses chez YouTube. On sait pas encore quoi, mais il va se passer des choses. Et donc c'est quand même intéressant de noter que une personne qui a quand même 25 ans chez Google, 25 ans, c'est quand même pas mal. Moi à sa place, je suis content. Je fais 25 ans chez Google. Voilà, je suis bien, quoi. On est bien. Ouais, on est pas mal. Donc 25 ans chez Google, voilà, qui est arrivé au sommet de chez Google et là qui se dit non, là il faut que je parte. Donc elle s'en va, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir la remplacer. Voilà. Après, bien évidemment, elle prétend qu'elle veut se concentrer un peu plus sur sa famille, sa santé, tout ça, parce que c'est vrai qu'après c'est quand même des lourdes responsabilités. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas un GM sur une guilde dans WoW par exemple. Non, rien à voir. À côté de ça, c'est pipi de chat, ça. C'est pipi de chat. Donc voilà. Donc elle annonce que elle se retire de la présidence. Mais qu'elle continuera quand même à travailler avec les équipes de YouTube. C'est-à-dire que elle va se retirer, mais pas totalement. On se retire jamais de façon totalement de ces milieux-là. Parce qu'après on a l'expérience, on a eu le poste, on a la stature, et on peut pas partir comme ça et se dire demain je vais être aujourd'hui je suis patron de chez YouTube, demain je vais être peintre. Non, ça marche pas comme ça. Donc bon, il faut que il va falloir passer le flambeau, mais il va falloir accompagner ce passage de flambeau. C'est important. C'est pour pas que YouTube se casse la figure en fait. Hein. C'est quand même un mastodonte YouTube. On se rend pas compte, mais c'est un mastodonte YouTube. Le nombre de vidéos qui sont uploadées à la minute, à la seconde, c'est ouf. On se rend pas compte, mais c'est ouf. Voilà. Donc elle sera petite consultante chez Google, qu'elle a rejoint d'ailleurs en 1999 et voilà. Et pendant 14 ans, elle a été chez Google. Et d'ailleurs, son remplaçant, ce qui est bien, c'est que c'est marqué un petit peu en dessous dans l'article, c'est que son remplaçant, lui, il a 15 ans. C'est-à-dire qu'il est arrivé un an avant elle, quoi. Un an ou 6 mois avant elle, quelque chose comme ça.
YouTube, c'est vrai que là, pour terminer, eux ils sont un petit peu sous pression YouTube. Bah, il faut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une plateforme qui est très consultée, hein, tout marche très bien. Mais ce qui cartonne le mieux, c'est TikTok. Et oui, l'avenir, c'est TikTok. C'est-à-dire que YouTube, c'est bien quand même. Hein, c'est bien, on va pas se mentir. Hein, Squeezie fait toujours des millions de vues, donc ça marche. Sinon, il serait plus là. Bon, Squeezie number one, il est toujours sur YouTube. Mais par contre, TikTok, ça cartonne, mais de folie. C'est-à-dire format court. Même si les formats, bien sûr, au fil des années, les formats se sont étendus un peu plus. C'est-à-dire que sur TikTok, on peut faire des vidéos de 5 minutes ou 10 minutes, je crois bien, alors qu'avant, c'était pas possible. Et petit à petit, en fait, TikTok est en train de gratter le temps disponible, en fait, aux spectateurs, enfin aux viewers sur leur téléphone. Ils essayent un petit peu d'étendre comme ça, petit à petit, le temps pour essayer de gratter des parts de marché à YouTube, quoi, ce qui est normal, parce que YouTube, le format est complètement libre. On peut faire une vidéo de 10 heures, il y a des vidéos de 10 heures sur YouTube, comme on peut faire des vidéos de 15 secondes. Tout est possible sur YouTube. Alors que TikTok, c'est un peu plus compliqué. À la base, c'était des formats courts, puis après, ça a commencé à s'étendre un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de temps disponible pour les formats, et maintenant, on peut faire jusqu'à 10 minutes, si je me trompe pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé ou pas. C'est important, ça m'aide. Donc voilà, YouTube, YouTube, c'est un petit peu compliqué, donc je pense qu'à mes avis, ils sont face à un mur, et c'est vrai qu'après aussi, des fois, quand on est à la direction pendant plus de 15 ans, c'est compliqué des fois de se rendre compte, alors on est braqué dans une direction, et puis finalement, c'est peut-être pas ce qui convient, et des fois, quand ça convient pas avec elle est pas toute seule à gérer, hein, la tata Suzanne, mais c'est vrai que des fois, quand on est dans une direction, puis que ça convient pas forcément à tout le monde, le plus convenable, c'est de laisser sa place, et puis quelqu'un d'autre viendra la prendre avec une nouvelle direction, une nouvelle vision, et qui viendra peut-être apporter du neuf, hein. C'est tout à fait possible, hein. Des fois, il suffit d'avoir du sang neuf qui rejoint la team, et puis derrière, ça repart, mais alors d'une manière, on sait pas ce qui peut se passer. Donc en tout cas, chez YouTube, attention, ça va bouger. Donc merci culturegeek.fr, c'est un article de Jean-Baptiste A, daté du 17 février 2023, je tiens à le préciser, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour YouTube. Alors pour ce troisième sujet, c'est un très très gros sujet. En rechargeant votre voiture électrique, vous financez sans le savoir l'industrie du pétrole. Alors là, où est l'écologie ? Ma bonne dame, vous me direz, j'en sais rien. Puisque actuellement, on est en train de nous dire les voitures thermiques, bon, c'est terminé, ça pollue trop. On va vous allez acheter des voitures électriques, ça pollue beaucoup moins. Mais alors, comment qu'on fait ? Donc moi je suis tombé sur cet article là un petit peu par hasard et je l'ai lu et je me suis dit ah ouais, mais c'est pas si bien en fait la voiture électrique, ça a l'air d'être quand même un truc, d'un côté on nous dit il faut pas polluer, puis de l'autre côté vous achetez une voiture électrique, on vous le dit pas mais vous polluez quand même, je comprends pas. Je comprends pas. Alors là justement je pose l'article, j'espère que quelqu'un dans les commentaires me dira un petit peu plus ce qu'il en pense, mais et là voilà je comprends pas, quoi. Donc rien que déjà quand on lit déjà l'article en introduction, quoi, vous ne le savez probablement pas, et pourtant l'essor des voitures électriques ne signifie pas la fin de l'industrie pétrolière. Ça veut dire quoi avec le thermique? Il y a toujours du pétrole, encore plus de pétrole? On va peut-être utiliser encore plus de pétrole pour l'électrique? C'est ça l'avenir? Alors que normalement non, le rechargeable, l'électrique, ça aurait dû être la fin du pétrole, quoi. Hop, stop pétrole, quoi. Ce serait même plutôt le contraire, comme le révèle une étude de l'entreprise allemande Lichtblick. En cause, les quotas de CO2 et la recharge des voitures électriques issues des énergies renouvelables sur des bornes publiques. Voilà. Là, rien que ça, déjà, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, la plupart des automobilistes souhaitant acheter une voiture électrique ou ayant déjà sauté le pas évoquent les économies de carburant selon une étude du cabinet Deloitte. Mais pour nombre d'entre eux, notamment en Allemagne et aux États-Unis, la préservation de l'environnement fait également partie des principales raisons. Voilà. Ça, c'est quand même logique. Il n'y a pas de souci là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Au contraire, voilà, je suis entièrement d'accord avec eux. Mais en effet, il est communément admis que la voiture électrique est plus propre que les véhicules thermiques, alors qu'elle ne rejette pas de CO2 en circulation. Voilà, là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de CO2. Il n'y a même pas de bruit. Ça rejette rien du tout, quoi. Vous branchez votre voiture, c'est comme votre téléphone. Ça s'allume, ça s'éteint, mais vous savez pas si ça s'allume, vous savez pas si ça éteint, ça fait aucun bruit. Ça ne ronronne même pas. C'est un peu étrange d'ailleurs des fois, mais voilà. Bon. Dans un précédent 1, c'est pas toujours le cas. En effet, les voitures. Donc apparemment, c'est pas toujours le cas. Les voitures électriques sont loin d'être irréprochables, alors que l'extraction. Alors déjà, rien que ça, c'est un point important.
L'extraction du lithium nécessaire à la fabrication de la batterie est par exemple très polluante et en partie effectuée en Chine dans des conditions peu éthiques. Alors rien que ça déjà, et le lithium qu'est-ce que c'est ? C'est un liquide chimique qui se trouve à l'intérieur de nos batteries de téléphone et de toutes les batteries, de tout ce que vous achetez. Batterie externe, batterie, les piles, tout. Non, peut-être pas les piles, je dis une bêtise. Enfin, moi j'y connais rien, la chimie, c'est pas trop mon truc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans tout ce qui a du lithium, voilà, c'est pas très reluisant, quoi. Ouais. Et là, surtout, l'article va essayer de se concentrer un petit peu sur la recharge, le système de recharge. Parce que là, il y a encore un BINS. Oh là 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 là. Moi, j'ai lu l'article, ça m'a donné mal à la tête. Écoutez bien. En effet, en 2021, donc, l'Agence internationale de l'énergie estimait qu'un kilowattheure d'électricité génère 458 grammes de CO2 en moyenne dans le monde. C'est beaucoup moins dans certains pays, avec par exemple environ 53 grammes de CO2 en France. On est les champions en France. Là on est bien, là on n'est pas trop mal. Ce qui permet de dire que la voiture électrique pollue moins que la voiture thermique. Bon, jusque là on est bon. Mais outre les émissions ainsi que l'impact sur un réseau déjà sous tension, alors déjà réseau sous tension, déjà on nous promet des coupures d'électricité, alors ça non plus j'ai pas trop compris. On nous dit acheter des voitures électriques, mais derrière on nous dit il y a peut-être pas assez d'électricité, donc on va peut-être couper l'électricité, attention il faut économiser un petit peu, hein. Sinon pour les voitures électriques, oui ça va être compliqué. Donc là moi je comprends pas trop non plus. En attendant l'essor de la charge bidirectionnelle permettant de réduire celle-ci, bon, il y a peut-être des innovations qui vont encore arriver sur le truc, on va voir ce que ça va donner, quoi. Il y a un autre problème. Moi j'ai envie de dire, ça va être compliqué. Celui-ci est encore méconnu et a notamment été révélé par une étude menée par le fournisseur d'énergie solaire allemand Lichtblick. J'espère que je prononce bien, parce que moi je suis nul en allemand, hein, voilà. Tout d'abord, il y a un problème déjà au... Ah oui, alors déjà, rien que ça. Il y a un problème sur du monopole sur le marché des bornes de recharge pour voitures électriques. C'est-à-dire que, alors déjà, en effet, alors que l'Allemagne compte 46 956 bornes et 3300 opérateurs différents, c'est-à-dire que 3300 opérateurs différents qui ont posé 46 956 bornes, alors rien que ça déjà, mais c'est hallucinant, c'est déjà énorme. En France, il n'y a qu'un seul fournisseur, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un, c'est EDF, hein, voilà. Ceux-ci coopèrent avec des fournisseurs d'électricité régionaux et s'assurent de très fortes parts de marché. Ces dernières dépassent bien souvent les 60%, voire même dans certains cas les 80%. Alors ça c'est un problème. Lichtblick cite notamment le fournisseur Enercity qui représente 90% des points de charge dans la ville d'Hanovre. C'est-à-dire que la boîte, elle est venue, elle a 90% de... Ok, ouais, 90%, ok, ouais, le marché, c'est moi. Demain, je dis, j'augmente les prix. Ok, pas de souci, on augmente les prix. Non, on va pas les faire baisser, c'est bête. Hein. C'est une boîte, elle est là pour gagner de l'argent, donc oui. Elle a intérêt à maintenir des prix élevés. Hein. De toute façon, c'est elle qui a la main mise sur 90% du marché, donc il n'y a pas de concurrence en plus. Et quand il n'y a pas de concurrence, ça ne fait pas marcher la loi de l'offre et de la demande. Donc les prix ne sont pas régulés en fonction quand il n'y a pas de concurrence. Alors après, il y a tout un bins par rapport à un truc de rachat de crédit de CO2. Donc les boîtes peuvent racheter à d'autres boîtes des crédits de CO2. Afin de répondre aux objectifs en termes d'émissions. C'est-à-dire que s'il y a une boîte qui pollue plus qu'une autre, et cette autre qui pollue moins, elle peut racheter les crédits, elle peut faire un deal financier avec la boîte qui pollue le plus pour racheter ses crédits, donc du coup, tout le monde rentre plus ou moins dans les clous. Enfin non mais c'est encore un truc. Mais ça c'est des trucs de papier, ça. C'est-à-dire que en soi, il se passe rien, ça change rien, c'est un bins, mais je vous mettrai l'article, vous le lirez plus à tête reposée, mais c'est ce qui se fait par exemple avec Tesla, voilà, qui ne commercialise que des voitures électriques et qui revend ses crédits CO2 à d'autres marques proposant des modèles thermiques, voilà, donc en fait, les modèles thermiques qui polluent plus vont acheter en fait du crédit de CO2 à Tesla pour qu'en fait au niveau du débit de CO2 en fait dans le monde, en fait que tout le monde rentre dans les clous. Mais en fait moi je comprends pas, parce que ça c'est des trucs sur le papier ça marche, mais dans les faits une thermique elle va quand même polluer. Même si tu rachètes du crédit CO2 une Tesla électrique, je vois pas le truc quoi. La thermique elle va quand même polluer. Tu donnes 15 balles à Tesla en plus parce que tu dis tu rachètes mes crédits, ok. Tesla il dit ok, je te prends tes 15 €, ça me fait toujours de l'argent en plus, c'est du bénéf. Mais je comprends pas, la thermique elle va rouler, elle va quand même continuer de polluer. Je comprends pas le micmac là, ça m'a l'air c'est ultra compliqué, j'ai lu mais ça m'a fait mal à la tête. Laisse tomber. Alors du coup moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore que ces bins quoi. Ce qui devrait tout... Alors en plus l'UE a annoncé il y a quelques jours que ça y est, en 2035 c'est fini.
interdiction des voitures à combustion interne en 2035. Voilà. Alors, bon, on va voir ce que ça va donner parce qu'ils avaient déjà dit ça pour 2025 ou 2030, je crois bien, puis finalement ils se sont dit ah bah non, c'est peut-être un peu trop tôt, personne veut acheter d'électrique, ou en tout cas le marché bouge pas tant que ça, du coup on va peut-être décaler jusqu'à 2035. Bon, rien que déjà ça, on va voir ce que ça va donner. Mise en place par l'Europe, oui, parce que tout ça c'est une réglementation européenne, hein, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, non, c'est quand même... Alors c'est réglementé, mais c'est réglementé pour que... Et certains opérateurs qui gagnent un peu plus d'argent que d'autres en fait. Voilà. Si tu as plus d'argent pour installer des bornes, bah tu vas gagner plus d'argent. Parce que en fait c'est comme un SimCity en fait. Ou c'est comme un Age of Empire en fait. Vous étendez votre empire et plus votre empire est grand, plus vous avez de ressources, plus vous avez de soldats, plus vous avez de c'est une image hein, bien sûr. Mais l'idée c'est ça en fait. C'est plus ou moins ce que j'ai compris. Hein. Peut-être que ça se trouve, je me gourre, hein, que je comprends rien du tout, mais j'aimerais bien comprendre ce mécanisme, parce que là, c'est un truc, moi j'ai lu ça, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce micmac en fait? Tout ça pour une voiture électrique, hein, tout ça pour une voiture électrique, recharge, machin, et bim. Bah, moi, je comprends pas du tout, quoi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que la voiture électrique, en fait, mais ça nous lance dans un micmac, en fait, de rachat de crédit de CO2, de trucs comme ça et tout. Tout ça pour, normalement, soi-disant, préserver la planète, quoi. Je comprends pas en quoi racheter des crédits à quelqu'un en fait va faire avancer la cause en fait, la cause écologique pour préserver le réchauffement climatique, la planète, tout ça. Pendant qu'il y a des millions qui sont déversés et qu'il y a des échanges comme ça qui se font entre des opérateurs, des entreprises qui détiennent des parts de marché, les voitures thermiques elles roulent toujours. On a toujours des voitures à 40 000 balles, voilà, minimum, en électrique. Donc moi par contre ce qui m'intéresserait, parce que là, là c'est de l'argent en fait, là c'est de la spéculation, moi tout ça m'a l'air d'être un petit peu spéculatif. Mais moi par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'on aura des voitures électriques à 5000 € en fait, des voitures qui seront vraiment accessibles à tout le monde. Parce que c'est bien, on nous parle d'écologie, de voitures électriques, tout ça, ouais, c'est bien, moi je suis prêt à prendre une voiture électrique. Mais il me faudrait deux choses pour que je puisse passer à l'électrique, parce qu'actuellement, moi j'ai une voiture, mais c'est une voiture thermique, hein, je peux pas faire autrement. Ma voiture thermique, à l'heure actuelle, j'ai une autonomie entre 850 et 950 km. Allez, j'ai un diesel. J'ai un diesel. Je fais entre 45 litres, je fais un mois à peu près. Bon, après, je fais pas beaucoup de distance, hein, mais voilà, j'ai une autonomie, j'ai calculé, j'ai 900 km d'autonomie à chaque plein, entre deux pleins. À l'heure actuelle, si je veux acheter une voiture électrique, il faut que je dépense 35 000 ou 40 000 € en fait. Voilà. Pour acheter une voiture qui n'aura que 250 km d'autonomie, c'est-à-dire que bon, il faut la recharger quand même assez souvent. Moi je me dis, quand est-ce qu'on aura des voitures à 10 000 €, 5 000 €, des trucs hyper accessibles en fait, comme il y avait pour les voitures thermiques il y a 15-20 ans. Une voiture thermique il y a 15-20 ans, pour 16 000 €, vous aviez une voiture 800 km, d'autonomie, tout ça. Moi c'est ça qui m'intéresse. Mais là pour l'instant, vraiment je comprends pas. Je comprends pas du tout, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est quand même ultra important. Et c'est l'avenir quoi. Voilà, là s'il faut vraiment que tout le monde s'y mette, il faut que ça soit à portée de toutes les bourses, pas juste pour l'instant que ceux qui ont 30 000 € en fait, ou 40 000 € de côté, qui se disent j'en ai pas besoin, mais je vais m'acheter une voiture électrique, voilà, une petite Tesla à 40 000 €, voilà. C'est à quand les voitures électriques à 16 000 € et surtout qui auront une autonomie de 900-800 km à égalité avec une voiture thermique quoi. Moi c'est ça qui m'intéresse quoi. Et pour l'instant on n'y est pas, on en est très loin, et comme on n'y est pas, c'est trop cher, on peut pas aller loin, voilà. Si vous voulez partir en vacances avec votre petite voiture électrique, tous les 250 km, il va falloir vous arrêter entre 30 minutes, voilà. 30 minutes pour recharger votre voiture, vous allez repartir 250 km, 30 minutes, et ainsi de suite. En fait, c'est infernal, on s'arrête jamais, en fait. Il n'y a pas d'autonomie, on s'arrête tout le temps, on met 3 heures à recharger, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Une voiture thermique, c'est 900 km, en un seul plein, voilà. Réfléchissez un petit peu autant que vous gagnez. Voilà. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça, c'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Donc c'est un article du 16 février que j'ai trouvé d'ailleurs sur FR Android, donc ils sont très bons. Moi, je regarde un petit peu ce qu'ils font de temps en temps. J'ai pas le nom de la personne qui a publié cet article-là. C'était quand même très intéressant. Tous les articles, je vous les mettrai dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, c'était vraiment, c'est vraiment dur à n'importe quoi. Là, déjà c'est compliqué, moi j'ai lu l'article, c'était compliqué, je fais oh là là, Mazel Tov, c'est quoi ce machin. Et là après, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, bon allez, machin suivant.
Alors, avant-dernier sujet, un sujet un petit peu plus léger, parce qu'on va parler timbre, on va parler de poste, puisque effectivement, le timbre rouge devait disparaître au 1er janvier 2023. C'est une petite nouveauté pour laisser place à un timbre électronique pour une lettre électronique. C'est-à-dire que par exemple, vous vouliez envoyer un recommandé, plus besoin de timbre rouge, plus besoin de rien du tout. Tout se faisait en ligne par site de la Poste. Alors, ça posait quand même quelques problèmes de confidentialité, hein, si vous envoyez un papier très sensible, voilà, qu'il y a un mec qui l'imprime dans son bureau, qui vous le met dans une lettre, et puis qui au passage regarde un petit peu ce qui est écrit dessus, bah oui, forcément, moi je suis pas très confiant par rapport à ça. Et je pense que j'ai pas été le seul, puisque cet article nous annonce un petit peu que ça y est. Voilà, le timbre rouge numérique serait peut-être en voie de disparaître un mois après être entré sur le marché. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je suis très... je vais peut-être paraître vieux jeu, mais une lettre, hein, on la scelle chez soi, on imprime, on met tout ce qu'on a à mettre dedans, on la ferme chez soi, on écrit l'adresse, tout ça, et on met le timbre dessus, et après on va la poster en main propre en fait, dans la boîte aux lettres. Puis là, il y a un petit aspect personnel qu'on retrouve pas forcément. C'est peut-être un peu trop numérique en fait. La poste a toujours été quelque chose. Un courrier a toujours été quelque chose qu'on envoyait, mais physiquement. Et là, le fait que ce soit dématérialisé en numérique, c'est vraiment un peu particulier quand même. Voilà, surtout qu'en plus, on peut envoyer des mails en fait. Si on a un papier important, on peut l'envoyer directement par mail. Donc déjà, pourquoi payer un timbre ? Pourquoi payer un timbre alors qu'on peut faire le truc par mail ? On scanne tous ces documents, même s'il faut envoyer un fichier un PDF, je sais pas, de 45 pages, le PDF de 45 pages, on le met en pièce jointe de son mail et on l'envoie. Et pas besoin déjà d'acheter de timbre. Alors je comprends pas trop la démarche de faire une lettre électronique. Voilà, le courrier électronique, ça a quand même une certaine valeur, puisque comme je vous disais, il y a un petit peu de confidentialité, du coup voilà, donc un nouveau service finalement qui va peut-être très vite s'arrêter, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Moi de toute façon j'envoie très peu de courriers, hein, parce que moi j'envoie principalement que des mails, hein. C'est vraiment, je réponds aux gens, j'envoie tout, mais ce ne sont que des mails. Donc bon, forcément ouais, non, là tant mieux, c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui s'arrête en tout cas, moi ça me plaît, ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, mais non, c'est quand même très très intéressant. Voilà. Enfin, moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup si jamais ça s'arrête, parce que je préfère ce bon vieux timbre en papier, cette bonne vieille enveloppe qui garantit ma confidentialité lorsque je veux envoyer un recommandé et qui m'assure que voilà, je suis responsable de ce que j'ai mis dans mon enveloppe. Voilà, et ce n'est pas du fait de quelqu'un d'autre qui sera peut-être un petit peu distrait, qui oubliera peut-être certaines fiches ou qui aura déchiré certains papiers importants. Enfin non, je peux pas me permettre de ça si c'est vraiment très important. Le courrier, il faut que ce soit quelque chose qu'on ait fait nous, c'est-à-dire qu'on est préparé le courrier nous-mêmes. Après, qu'il soit posté par quelqu'un d'autre, peu importe, mais il faut vraiment que l'enveloppe soit scellée par nous-mêmes. Et donc nous arrivons au dernier petit sujet de cette vidéo, un peu plus léger cette fois. On va parler de Mario GPT. Vous connaissez ChatGPT, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines dessus. Je vous invite à regarder, d'ailleurs le truc il est là-haut là. Ouais, il est là-haut le truc. Donc là, il y a des petits malins, des petits développeurs, des petits codeurs qui se sont dit on va faire un jeu qui va s'appeler Mario GPT. Donc ils reprennent la base de ChatGPT, sauf que ChatGPT c'est pour le chat, et là Mario c'est dédié au jeu Mario, donc le bon vieux jeu Mario de base. Et ils se sont dit en fait on va essayer de faire une IA capable de créer des niveaux de Super Mario Bros, mais aléatoire, enfin sur la base de ChatGPT quoi. J'ai trouvé ça super sympa. Donc parce que l'IA à la base elle génère du contenu, elle génère du contenu à partir d'une base de données. Et il faut dire que là pour les jeux Mario, la base de données elle est toute simple, hein. Il suffit de représenter chaque élément graphique en fait d'un niveau par un signe bien précis. Quand on regarde l'image, c'est quand même assez sympa. Puis c'est marrant quoi. Peut-être que ça doit être simple, et puis après il suffit d'entraîner l'IA à se dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Maintenant tu vas me faire un niveau qui va ressembler plus ou moins à ça. Et avec un peu de pratique, un peu d'entraînement, ça peut être marrant, parce que du coup on a l'impression de jouer à un jeu plutôt procédural. Alors les jeux procéduraux ça existe déjà pas mal, hein. On a par exemple No Man's Sky
qui avait énormément misé là-dessus à sa sortie, qui avait fait un grand bruit d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est marrant quand même, parce que du coup, ça permet de générer voilà, des petits niveaux aléatoires, et ça peut être vachement sympa. Donc d'ailleurs, je pense qu'ils recherchent un petit peu de monde. Voilà, si vous avez du temps à dépenser, si vous êtes codeur ou développeur web, si vous avez un petit peu de temps à dépenser, et ben ils ont, je crois bien qu'ils ont un source GitHub. Voilà, source GitHub. Je vous mettrai l'article dans la description. Mais en allant chercher la source, vous allez peut-être pouvoir profiter au projet. Voilà. Alors en espérant bien sûr que Nintendo, alors c'est un projet gratuit, c'est open source, hein, tout ce qui sort de GitHub normalement c'est open source si je me trompe pas. Mais bon, on espère que Nintendo ne viendra pas mettre son grain de sel non plus, parce que Nintendo on les connaît. Dès qu'il y a un jeu Pokémon fait par des fans et créé par des fans de A à Z, musique, Pokémon, tout, il suffit que ça marche un petit peu. Et Nintendo déboule avec ses petits avocats pour dire on ferme la boutique les gars, c'est notre truc à nous. Et ce qui est normal, ils ont les droits pour le copyright, pour l'image, ils ont les droits pour tout. Donc en général, Nintendo ne laisse jamais traîner ses projets très longtemps. Ça se trouve peut-être qu'à l'heure où je vous parle, parce que l'article a été écrit quand ? Le 16 février 2023, à 12h45 par monsieur Robin Lamorlette, Robin Lamorlette, pardon. Bah du coup, peut-être que ça se trouve à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 18 février 2023. Ça se trouve, le projet est déjà fermé. Nintendo, ils ont été très vifs. À voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai trouvé le concept intéressant. On recherche toujours un petit peu la difficulté, on recherche toujours un petit peu à être surpris. ChatGPT a quand même fait son petit effet de surprise. D'ailleurs, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos. Et là, bah du coup, voilà, un petit jeu procédural comme ça avec Mario, un truc tout bête, hein, avec il faut juste faire des jumps, sauter sur des ennemis. Voilà, mais ça peut donner lieu à plein de choses intéressantes, des niveaux plus ou moins faciles, des niveaux plus ou moins difficiles, parce que bon, c'est au pixel près, hein. Là, ce genre de jeu, c'est au pixel près. Pour y avoir joué, moi c'était Super Mario Land sur Game Boy Color à l'époque, je peux vous dire que c'était du pixel près. Il fallait pas se tromper, il fallait avoir le bon timing, mais quand on respectait le timing, et qu'on se trompait pas, on avançait sans mourir, sans être touché, sans rien. Voilà. On était le big boss de la run. Et on finissait assez rapidement. Alors là c'est Mario, mais peut-être ça se trouve vous avez l'idée de faire le même procédé, mais avec un autre jeu, hein, sur la base d'un autre jeu, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors après, j'ai pas d'idée en tête, mais je sais pas, Donkey Kong ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, à mon avis, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. On serait vraiment obligé de s'adapter constamment en fait. Enfin, l'IA nous obligerait à nous adapter constamment. Et à chaque partie, on ferait jamais la même partie. Du coup, on pourrait jouer quand même beaucoup plus longtemps au même jeu. Ça serait quand même... je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mon petit flair me dit que là, il y a quelque chose à faire. On verra bien ce que ça va donner. Et c'est ainsi que nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Oh là là. Alors là, je viens de finir le tournage et je peux vous dire que je suis désolé parce que je pensais pas que cette vidéo allait être aussi longue. J'avais tellement de choses à dire. Bon bah voilà, excusez-moi si cette vidéo était trop longue. Elle sera chapitrée d'ailleurs. Voilà, bah en tout cas, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. S'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, et puis je vous souhaite une agréable semaine, et puis nous on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les petits potes, prenez soin de vous, sortez couverts, tchuss, à la prochaine. Bye.